Madame la ministre, chère Agnès Firmin-Lebaudot, je vous remercie de votre présence aujourd'hui à la FFM-KR pour ce 60e congrès de notre syndicat. Je le rappelais tout à l'heure, notre système de santé, qui fut l'un des meilleurs au monde, est à la croisée des chemins. Les défis à relever sont immenses. Si nous vivons une époque d'innovation passionnante dans le secteur de la santé, avec des avancées techniques, thérapeutiques et numériques majeures, dans le même temps, l'organisation des soins a pris du retard. C'est ce que nous a donné cruellement à voir la crise sanitaire. Notre pays a payé au prix fort les retards pris dans la transformation des soins de ville et des établissements de soins, notamment les EHPAD. Dans un contexte où les personnes âgées de plus de 60 ans sont 15 millions aujourd'hui, mais seront 24 millions en 2060, où le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million à 5 millions en 2060, et où l'espérance de vie augmentera dans cette même période de 8 ans, nous voyons chaque jour le phénomène de la dépendance et des maladies chroniques s'amplifier. Il faut donc prendre à bras-le-corps la réorganisation de notre système de santé, qui passera par la transformation des soins de ville libéraux pour créer, offrir les meilleures conditions de prise en charge à domicile. Une évidence doit s'imposer à nous, il faut remettre les soins de ville au centre de l'organisation du système et faire du domicile des patients le premier hôpital de France. Sans pour autant réinventer la roue non plus. Nous sommes toujours dubitatifs lorsqu'on a des difficultés à négocier quelques centimes sur les indemnités forfaitaires de déplacement à domicile avec l'assurance maladie pour nous rendre au chevet des patients, alors que dans le même temps, on déploie des moyens considérables pour faire du SSR-HAD à une prix de journée extravagante en comparaison de ce que serait l'addition d'un passage infirmier, kiné, pharmacien et orthophoniste. Et je ne crois pas que ce soit en hyper-administrant le secteur libéral non plus qu'on y arrivera. Le système de santé actuel peine à contenir une demande de soins qui augmente, alors que la densité médicale diminue. Dans le même temps, la démographie des kinésithérapeutes augmente, et cette ressource est une chance pour le système. Elle est à votre disposition, Madame la Ministre, il faut s'en saisir et lui donner les moyens adaptés aux missions qui lui sont confiées pour agir. À la FFM-KR, nous ne passons pas notre temps à nous demander ce que le système de santé peut faire pour les kinésithérapeutes, mais ce que les kinésithérapeutes peuvent faire pour le système de santé, et surtout pour les patients. Et nous savons aujourd'hui que la kinésithérapie est sous-utilisée au regard de ce qu'elle pourrait apporter au système de santé. En 20 ans, la profession s'est structurée en créant un Conseil national de l'ordre en 2006, un Conseil national professionnel en 2014, en réformant la formation initiale en 2015, qui est passée de 3 à 5 ans d'études, en intégrant l'université et en créant un Conseil national des universités en 2017. La FFM-KR a toujours pris ses responsabilités et a toujours tenu ses engagements. Mais dans le même temps, la profession s'interroge et les contreparties obtenues, notamment en termes de reconnaissance, ne sont pas au rendez-vous. Alors oui, nous avons collectivement obtenu, il faut le souligner, de haute lutte avec les autres organisations professionnelles en 2021, le grade master pour la profession, l'ancrage législatif conférant la possibilité à un kinésithérapeute de renouveler des ordonnances, d'expérimenter l'accès direct ou encore d'élargir la liste des produits prescriptibles par un kinésithérapeute. Mais qu'en est-il dans la traduction de ces avancées dans nos cabinets ? 2 ans après, nous ne pouvons toujours pas renouveler de prescription de soins de kinésithérapie. Et nous devons encore envoyer les patients au médecin traitant pour une simple ordonnance de paracétamol. La lenteur et les lourdeurs administratives sont de véritables boulets, pas uniquement pour les kinésithérapeutes, mais pour tous les secteurs. Et bien que les politiques au plus haut niveau aient conscience de cette difficulté, le temps de l'administration n'est hélas pas le même que le nôtre. Ce retard organisationnel n'est pas pour rien dans la crise des vocations et du renoncement des professionnels à exercer. En kinésithérapie, ça se traduit par un nouveau chiffre. Depuis plus de 3 ans maintenant, 30% des professionnels qui se radient du tableau de l'ordre chaque année ont moins de 30 ans. Après la Covid-19, la nouvelle crise sanitaire qui frappe notre pays est une crise organisationnelle. Nous n'avons plus de temps d'attendre et nous devons agir collectivement pour répondre aux attentes fortes de nos concitoyens, mais aussi pour construire un système de prévention permettant de prolonger l'espérance de vie en bonne santé en passant d'une logique de recours à une logique de parcours. La FFM-KR est un syndicat bâtisseur, ancré dans l'interprofessionnalité, notamment à travers les libéraux de santé que je préside, l'UNPS, l'UNAPL, le FIFPL et la Carpimco. Notre syndicat est définitivement conventionniste, et nous le rappellerons tout à l'heure en la présence de Thomas Fatome, même si nous estimons qu'il serait temps de moderniser et rénover en profondeur le système conventionnel dans le but de le rendre plus réactif et d'inscrire de nouveaux équilibres dans une dynamique interpro. Pour y parvenir, chaque ressource est précieuse et doit être pleinement mobilisée là où sa contribution sera la plus pertinente.
Au-delà des corporatismes, la prévention, la coordination des soins, les partages d'actes et l'accès direct doivent passer du stade des promesses à celui du mode de fonctionnement nominal. J'emploie à dessein cette expression empruntée au monde de l'ingénierie où, lorsqu'un système est en fonctionnement nominal, il est en bon état de fonctionnement, ce qui lui permet de remplir ses fonctions de manière efficace et fiable. Les 77 000 kinésithérapeutes libéraux sont prêts à prendre des engagements forts pour contribuer à doter la France d'un système de santé efficace et fiable. La FFM-Care est porteuse de solutions responsables et économiquement soutenables. Voici 7 propositions, Madame la Ministre, pour une meilleure utilisation des ressources en kinésithérapie. Traduire les textes législatifs et les rendre applicables. Je pense notamment au renouvellement des ordonnances datant de moins d'1 an et à l'élargissement de notre droit de prescription. Voilà près de 2 ans que nous travaillons dessus avec la DGOS. Il est temps d'atterrir et de répondre non pas aux besoins des kinésithérapeutes, mais à celui des patients pour une meilleure organisation du système de santé. C'est pourquoi nous revendiquons également le droit de prescrire des actes d'imagerie, tels que la radiographie, l'échographie, ainsi que d'intervenir dans la stratégie de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Ces mesures simples permettraient aux kinésithérapeutes d'avoir un rôle plus étendu dans la prise en charge des patients. Deuxième proposition, remplacer le décret d'acte et d'exercice, dont les dispositions anachroniques de 1962 par un décret de compétences définissant nos missions et reconnaissant à la profession le statut de profession médicale à compétences définies. Troisième proposition, engager le repérage et le diagnostic de la fragilité à partir de 60 ans, permettant d'initier un suivi en prévention secondaire par la rééducation ou en prévention primaire avec le sport santé, ce qui suppose de permettre aux kinésithérapeutes de prescrire de l'APA. Aujourd'hui, le premier frein à l'activité physique adaptée, c'est le manque de prescription médicale. Le kinésithérapeute est par essence la passerelle entre le monde de la santé et le monde du sport. À 1 an des Jeux Olympiques à Paris, l'APA doit pouvoir être prescrit par un kinésithérapeute et dépasser les corporatismes. Quatrième proposition, créer un statut de kinésithérapeute coordonnateur au sein des EHPAD et de l'HAD afin d'orienter et d'organiser les prises en soins de rééducation des patients. Tout comme la création d'un statut de kinésithérapeute en santé au travail serait un atout pour le repérage et la prévention des troubles musculo-squelettiques. Cinquième proposition, optimiser la coordination entre les professionnels et favoriser le décloisonnement entre la ville et l'hôpital, en reconnaissant les équipes de soins coordonnées avec le patient, les ESCAP, que nous portons à travers l'UNPS. Reconnaître les spécificités d'exercice en kinésithérapie. Le modèle infirmier en pratique avancée, on le sait, ne correspond pas au modèle de la kinésithérapie. En revanche, 80% des kinésithérapeutes déclarent avoir une spécificité d'exercice, c'est-à-dire une expertise particulière dans un domaine spécifique, grâce à une formation continue complémentaire de haut niveau. Il est nécessaire de valoriser ces compétences qui contribuent à la qualité et à la pertinence des soins dans le cadre conventionnel, Madame la Ministre. Septième proposition, faciliter l'accès aux soins de kinésithérapie en permettant l'accès direct. Et s'il est utile de le rappeler, ce que nous entendons par accès direct, ce n'est ni une délégation de tâches, ni un partage de compétences, c'est juste laisser la possibilité à un kinésithérapeute d'exercer son art, dans certains cas, sans prescription médicale. Toutes ces innovations sont à portée de main et pourraient apporter une contribution forte en termes de restructuration et d'efficience du système de santé. Nous avons pour nous le nombre, un bon maillage territorial que nous pilotons dans un cadre conventionnel, et nous avons pris nos responsabilités sur ce sujet auquel nous sommes extrêmement attachés. Malheureusement, à ce stade, les initiatives législatives récentes et en cours ne vont pas dans ce sens et témoignent d'un conservatisme préjudiciable à la transformation rapide de l'organisation des soins. La proposition de loi portée par la rapporteure générale de la Commission des affaires sociales, Stéphanie Rist, a buté une fois de plus sur les corporatismes et ne permettra pas de développer concrètement l'accès direct. Limiter l'accès direct à l'exercice en structure, qui concerne moins de 10% des kinésithérapeutes, est une mesure cosmétique et porte atteinte à l'égalité des chances pour les patients. Car il faut se le dire, Madame la Ministre, et c'est pas la pharmacienne qui sommeille en vous que je vais devoir convaincre, la consultation en primo-intention n'est pas toujours la réponse la plus adaptée à une prise en charge pertinente et efficiente pour le patient. Qui aujourd'hui remettrait en cause l'accès direct au dentiste pour une douleur dentaire ? Pourquoi les kinésithérapeutes ne deviendraient pas l'une des portes d'entrée dans le système de soins pour une douleur musculo-squelettique ? Pourquoi imposer de tels freins à notre profession qui a fait ses preuves, quand dans le même temps, près de 2000 nouveaux ostéopathes s'installent chaque année, dont la grande majorité ne sont pas professionnels de santé et ont suivi un parcours de formation à géométrie variable, échappant ainsi à toute notion de contrôle, de sécurité et de parcours de soins. Pourquoi pousser une part des usagers à se diriger vers les médecines alternatives aux pratiques non scientifiques, souvent en proie aux dérives sectaires ?
Donner davantage d'autonomie aux kinésithérapeutes, ce n'est pas un jeu d'ego professionnel, c'est simplement se donner les moyens d'offrir une chance supplémentaire à nos patients. Par exemple, l'entorse de cheville représente aujourd'hui 7 à 10% des pathologies vues dans les services d'urgence hospitalières, et dans la grande majorité des cas, 90%, la prise en charge se résume à une prise en charge kinésithérapique. Si l'on permettait aux kinésithérapeutes de prendre en charge cette traumatologie bénigne, 6 000 recours aux urgences seraient évités chaque jour. C'est autant de temps médical libéré pour les vraies urgences et près de 200 millions d'euros d'économies potentielles chaque année. De la même façon, nous sommes surpris et inquiets de la PPL Valtou, examinée cette semaine en première lecture à l'Assemblée nationale, et pour laquelle le gouvernement a déclenché une procédure d'examen accélérée. Ce texte ajoute une strate supplémentaire dans les territoires en développant et déployant les conseils territoriaux de santé, en dotant les directeurs d'ARS de la capacité de transférer l'activité des soins de ville vers les structures hospitalières ou en rigidifiant les CPTS au risque d'en faire des coquilles vides. En revanche, les kinésithérapeutes qui pourraient utilement participer au dispositif de la permanence des soins, eux, sont oubliés. Pour réussir la refondation du système de santé que le président de la République appelle de ses vœux, vous l'aurez compris, Madame la Ministre, il est essentiel de repenser la place et le rôle des kinésithérapeutes dans le système de santé. En décembre dernier, nous avons signé seul l'avenant 7, négocié pendant toute l'année 2022. Cet avenant a porté la plus importante enveloppe jamais obtenue par la profession, 530 millions d'euros. Cet investissement inédit devait apporter une revalorisation appréciable à chaque kinésithérapeute après 10 ans de gel tarifaire. Il concrétisait un ensemble de mesures attendues pour accompagner l'évolution des prises en charge et poursuivre la structuration de la profession. Il s'agit notamment de la reconnaissance du kinésithérapeute dans la prévention, la prise en charge de la perte d'autonomie ou encore le repérage de la fragilité chez les sujets de plus de 70 ans. Également dans la rééducation des enfants présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap pour lesquels des actes spécifiques auraient dû être créés. Il permet aussi de donner plus d'autonomie aux kinésithérapeutes en inscrivant dans la Convention la possibilité de renouveler les fameuses prescriptions médicales et favoriser le déploiement de la télésanté. Je nous félicite à ce stade et je salue le fait que le gouvernement ait accepté notre proposition de nous saisir du court espace de négociation ouvert par la négociation flash sur l'invasion. Pour notre part, la FFMKR veillera à ce que les revalorisations destinées à atténuer les effets de l'inflation sur les valeurs des actes s'additionnent à celles du contenu prévu par l'avenant 7. C'est pourquoi nous voulons nous saisir de cet espace de discussion ouvert qui doit se conclure avant l'été pour convaincre les deux autres syndicats de rejoindre l'avenant 7. Aussi, nous vous demandons, Madame la Ministre, parce que c'est logique, que les revalorisations issues de la négo flash s'additionnent aux 530 millions d'euros contenus dans l'avenant 7. Tout autre scénario serait inacceptable pour la FFMKR. Madame la Ministre, nous aurons le temps de revenir sur ces différents sujets au cours du moment d'échange que nous aurons dans un instant. Merci encore à vous de votre présence, malgré un emploi du temps que je sais très chargé. Nous y sommes très sensibles. Vous renouez avec une tradition, malheureusement perdue depuis plus de 10 ans. Et je formule le vœu que ça augure une nouvelle période de travail féconde entre la FFMKR et le gouvernement. Encore merci, Madame la Ministre. Je vous cède la parole. Monsieur le Président de la FFMKR, cher Sébastien, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les masseurs kinésithérapeutes. Tout d'abord, cher Sébastien, je tenais vraiment à vous remercier de m'accueillir ce matin pour ce congrès que je sais particulier, puisqu'il marque le 60e anniversaire de la naissance de votre syndicat. Ce n'est pas rien, et je suis vraiment ravie d'être à côté pour souffler vos bougies. Vous serez sans doute là pour les 70e anniversaires, une chose est sûre, moi je ne le serai pas. En 60 ans, c'est peu dire que les besoins de santé de la population, l'organisation du système de soins et des professionnels de santé, les modalités et techniques de prise en charge ont changé, vous l'avez dit. Les transformations qu'a connues notre système de santé ont été majeures, c'est un fait, mais les défis qui sont devant nous le sont certainement encore beaucoup plus. Impact de la crise climatique, développement du numérique et de la donnée, impact de la sédentarité. Je ne vous ferai pas l'affront d'une liste à la Prévert de ces enjeux. Vous les connaissez tous et vous les vivez au quotidien. Le plus grand de ces défis est certainement le vieillissement de notre population et le développement des maladies chroniques. Vous l'avez justement rappelé dans vos propos introductifs. C'est un fait connu de tous aujourd'hui, mais je pense que collectivement, nous ne prenons peut-être pas encore complètement la mesure de ces transformations.
La prise en charge des patients âgés dépendants polypathologiques va devenir un pan largement majoritaire de l'exercice de tous les professionnels de santé et d'autant plus pour votre profession. Vous constituez un maillon essentiel de la prise en charge des patients et cette place va être de plus en plus importante. J'en suis convaincue et je tenais à vous le dire. Alors comment fait-on face à ces changements immenses? En anticipant et en s'organisant au mieux pour répondre collectivement aux besoins actuels et futurs de nos concitoyens. C'est une responsabilité que nous partageons tous, État, assurance maladie, professionnels de santé, de ville, professionnels hospitaliers, collectivités, mais aussi usagers du système de santé. C'est tous ensemble, et je le dis régulièrement, territoire par territoire, que nous trouverons les réponses adaptées à ces défis. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à maintes reprises, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution unique qui nous permettra d'un coup d'un seul de répondre aux difficultés que nous connaissons déjà. Ce ne sont pas des éléments de langage creux, c'est une conviction profonde. Et c'est bien la refondation du système de santé qu'a appelé de ses voeux le président de la République. C'est aussi le sens de la création de mon ministère. Construire à partir des territoires, avec les professionnels de santé, pour les professionnels de santé et tous les professionnels de santé. Nous ne partons pas de rien pour cela. Depuis 2017, nous avons déjà engagé des transformations profondes et importantes qui ont des effets tangibles. Je crois que vous avez dit que l'intendance, c'est-à-dire l'organisation des soins, a pris un retard considérable. C'est vrai qu'il y a toujours des choses qui pourraient avancer plus vite. Alors, il se trouve que j'étais députée il y a encore quelques temps, donc de l'autre côté de la barrière, maintenant que je suis ministre, donc j'ai toujours, et professionnel de santé, j'ai toujours dit que je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Je le dis toujours, mais je comprends un peu pourquoi. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, vous pensez que parfois, les mesures votées ne sont pas applicables assez rapidement. Je crois que c'est une des premières choses que j'ai dites lorsque je suis devenue ministre. Mais je comprends que ça n'est pas si facile que ça, mais en tout cas, sachez que c'est pour moi, pour mon cabinet, une veille régulière, de faire le point, de savoir quand les décrets d'application sortiront. Et vous pouvez en tout cas compter sur mon engagement sur ce point. C'est pour ça que je me dis que permettez-moi d'être un peu plus modéré que vous et un peu plus optimiste. J'ai fait plus de 100 déplacements depuis ma prise de fonction, il y a bientôt 1 an. Et croyez-moi, j'ai rencontré en ville, comme à l'hôpital, des centaines de professionnels de santé, tous mobilisés, qui se saisissent de tous les outils que nous mettons à disposition pour conduire cette transformation du système. La suppression du numerus clausus, les investissements inédits de plusieurs dizaines de milliards du Ségur, la création des CPTS, et on y reviendra peut-être dans notre tête-à-tête tout à l'heure, les assistants médicaux, les développements du SAS, le développement des protocoles de coopération, les délégations de tâches, et à présent les nouvelles avancées telles que l'accès direct, sont autant de solutions qui se déploient concrètement dans les territoires. Encore lundi, j'ai eu l'occasion d'annoncer un plan 4000 maisons de santé pluriprofessionnelles. Je sais que vous n'êtes pas des fans des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais je ne désespère pas de vous convaincre que c'est un endroit important pour pouvoir travailler en exercice coordonné. Les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est 260 000 patients vus en plus chaque année. La coopération et la coordination entre les professionnels de santé, ça marche. Vous l'avez vous-même souligné, seulement 10% des kinés exercent en maison de santé ou en centre de santé ou sous membre d'une CPTS. Je ne peux que vous encourager à aller beaucoup plus loin en matière de coopération interprofessionnelle. J'annoncerai bientôt d'ailleurs de nouvelles mesures en faveur de la généralisation et du renforcement des CPTS suite aux conclusions du Tour de France des CPTS. C'est un très beau dispositif dont il nous faut collectivement nous emparer. Vous savez par ailleurs mon engagement total en faveur du développement des partages des tâches et des compétences entre les professionnels. Et là encore, nous avançons. Depuis 18 mois, ce sont plus de 20 nouvelles mesures de partage de compétences qui ont été adoptées. Et nous allons continuer dans ce sens. Même si je sais que vous souhaiteriez que cela avance plus loin et plus vite, ce sont de véritables avancées qu'il nous faut déployer sans laisser personne de côté. Vous nous appelez à dépasser les corporatismes, c'est ce que nous faisons. Là aussi,
nous aimerions que ça aille plus vite. Mais, par moments, je pense que la politique des petits pas et les petits pas effectifs sont bien plus importants qu'un grand Big Bang sans mesure applicable. Donc nous avançons peut-être à petits pas, mais nous avançons réellement. Et en dépassant les corporatismes, et je crois qu'il faut vraiment le faire, c'est important. Et là aussi, un grand pas a été franchi avec le Clio, il nous faut continuer à travailler ensemble et que les compétences de chacune des professions soient reconnues, et je crois que nous sommes d'accord sur ce fait. Donc si je suis résolument optimiste, je ne suis pas non plus complètement angélique. Je constate tous les jours les difficultés que rencontrent les professionnels. Je sais qu'ils sont nombreux à souffrir, qu'un certain nombre d'entre eux vivent une véritable perte de sens. Oui, à de multiples égards, notre système va mal. Cette crise des vocations est préoccupante et problématique, et comme vous l'avez rappelé, elle touche aussi les kinés. En particulier, je sais que votre profession souffre, et l'absence de revalorisation financière y contribue de façon significative, en particulier en cette période d'inflation. Je ne peux que regretter une nouvelle fois que les discussions autour de l'avenant 7 n'aient pu aboutir. Cet avenant aurait dû constituer une véritable avancée et une véritable revalorisation pour la profession. C'était plus de 500 millions d'euros qui étaient mis sur la table, inédit pour votre profession. Au regard de la pression de plus en plus forte sur nos finances publiques, j'ai eu l'occasion de le dire, il aurait été bienvenu d'accepter cette enveloppe inédite. Être ici, à vos côtés, me permet de saluer le travail très constructif et la position courageuse qui a été la vôtre à l'occasion de ces négociations. Oui, vous pouvez applaudir votre président, oui. L'impossibilité de faire aboutir ces négociations ne doit pas masquer les questions structurelles essentielles qui se posent pour votre profession et auxquelles nous devons collectivement apporter des réponses. Nous le savons, vous le savez, nous devons répondre à certains enjeux. La démographie des kinés et de bonne répartition des professionnels, de la présence des kinés à l'hôpital, qui est une problématique absolument majeure, ou encore de la capacité d'intervention des kinés au domicile des patients. Si ces questions sont lourdes et complexes, nous ne pouvions toutefois pas laisser les kinés subir l'inflation sans réagir, et c'est pour cela que nous avons demandé au directeur général de l'assurance maladie de rouvrir des négociations dans un calendrier resserré pour aboutir rapidement à des mesures en faveur du pouvoir d'achat des kinés. Je pense que vous aurez l'occasion d'en discuter. En parallèle, d'autres travaux avancent et vont dans le sens des recommandations que vous avez formulées. Sans reprendre les 7 recommandations, des pistes de travail. Ça tombe bien, on va travailler. Je tiens à vous dire, à minima, nous avançons sur le volet de prescription par les kinés, notamment sur le sujet des attelles, ce qui me paraît, moi, important et évident. Nous avançons par ailleurs, nous avons lancé des travaux de la refonte de la définition des métiers et des décrets d'actes associés, en commençant par celui des infirmiers. Notre objectif, bien sûr, et vous l'avez fait remarquer, est d'enclencher par la suite celui des autres professions, et notamment celle des kinés. Nous avançons aussi sur le sujet des escapes. Attendez la suite quand même. Non. J'ai dit politique des petits pas, il ne faut pas non plus... Puisqu'une expérimentation va être lancée avec l'assurance maladie. Cher Sébastien, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter de ces escapes. D'abord, la première fois, je n'avais pas compris ce qu'était une escape. Donc quand je ne comprends pas, j'aime pas. La deuxième fois, vous m'avez vraiment expliqué, avec un ordinateur, comment ça marchait une escape. Parce que c'est bien de montrer comment ça marche. J'ai compris. Je n'ai pas été convaincue, j'ai compris. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que nous sommes devant une difficulté, il nous faut tester et expérimenter tous les moyens qui sont à notre disposition pour, et je le redis, ce n'est pas infantiliser les professionnels de santé, apprendre à travailler ensemble et à se coordonner, et l'ESCAP est peut-être un de ces moyens. Et donc, l'expérimentation sera lancée par l'assurance maladie
Parce que parfois, derrière des idées simples, c'est pas si simple que ça. Et donc, cette idée, elle est très séduisante une fois qu'on a compris comment ça marchait, vraiment. Mais derrière, il y a quand même des impacts qui ne sont pas si simples que ça. Notamment des impacts financiers. Autant se dire les choses, non? Parce qu'on voit bien, allez, je veux dire, les professionnels que nous sommes, quand on dit qu'on rentre le nom de Madame Michu dans l'ordinateur, le kiné va rentrer le nom de Madame Michu dans l'ordinateur pour l'orienter. Mais derrière, il y a plein de professionnels. Comment on se répartit toute cette affaire? Il n'y a pas d'histoire entre nous, il n'y a pas d'histoire d'argent entre nous. Donc, l'important, c'est vraiment qu'on teste ce dispositif, qu'on l'expérimente et qu'on l'évalue. Parce que là aussi, si on expérimente, derrière, il faut évaluer. Et si ça marche, eh bien, tant mieux. Et si ça ne marche pas, eh ben, on arrête. Mais je pense que l'important, c'est d'essayer, parce que comme nous l'avons dit, je ne peux pas dire régulièrement que nous sommes favorables à l'innovation, au fait de laisser aux professionnels le soin de travailler entre eux. Vous nous avez présenté ce dispositif, expérimentons-le ensemble et évaluons-le, et on verra après. Donc, c'est une porte ouverte à l'ESCAP. J'ai dit porte ouverte. Je suis aussi de très près les travaux engagés autour de la rénovation de la nomenclature, et là aussi, c'est un chantier et un enjeu important, et je le redis, c'est un travail auquel, cher Sébastien, vous êtes associé, et surtout, vous êtes complètement investi. Vous avez évoqué d'autres sujets. Vous avez évoqué le sujet des préfragilités. Il se trouve que j'ai lancé, il n'y a pas très longtemps, une mission sur les préfragilités, justement, dans le cadre des personnes... Préfragilités à partir de 50 ans. Parce qu'on pense qu'on parle beaucoup à partir de 75 ans, mais à partir de 75 ans, c'est plus les fragilités. Donc nous avons lancé une mission sur la santé des personnes âgées, alors pas 50 ans, parce qu'on n'est pas vieux à partir de 50 ans, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler en amont, et nul doute que les kinés seront, j'allais dire, dans le cadre de cette mission, auditionnés, parce que là aussi, nous sommes intimement convaincus, et puisque j'ai aussi en charge le fameux plan PAPA, le plan anti-chute, qui est une belle réalisation, qui est une belle mission. 10 000 personnes décèdent chaque année suite à une chute. Là aussi, la place des kinés est tout à fait légitime dans le développement de cette prévention anti-chute. Donc, c'est deux dossiers sur lesquels nous travaillerons. Et puis, vous avez évoqué la profession d'ostéopathe. Je sais que je vais être populaire. Non, vous dire que nous avons réengagé, vous avez fait un lien que je ne ferai pas, mais partie d'ostéopathe est arrivée à dérive sectaire. Je le redis, 20% des dérives sectaires sont dues à des pratiques non conventionnelles en santé. Et nous avons décidé, avec Sonia Baquès, de relancer ce chantier qui est important. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ce phénomène. Et donc, le groupe de travail au ministère de la Santé, qui n'existait plus, a été relancé justement pour que nous puissions ensemble, là aussi, et les ordres seront mobilisés et tous les acteurs seront mobilisés pour relancer cette réflexion autour des pratiques non conventionnelles en santé. C'est aussi un enjeu majeur et merci de l'avoir signalé dans vos propos parce que je pense que nous avons là aussi une responsabilité collective. Alors, je pourrais continuer comme cela encore longtemps, mais je crois que j'ai déjà trop parlé. On a un tête-à-tête de prévu, enfin un tête-à-tête public de prévu, et on va essayer d'avoir un échange constructif. Je voulais simplement vous redire, et c'est aussi le sens de ma présence ce matin, que l'enjeu de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens est majeur. C'est la préoccupation numéro 1 de nos concitoyens. Il est important que, ensemble, je dis bien ensemble, tous les professionnels, chacun dans l'exercice de leurs compétences, et tous les professionnels ont des compétences, nous devons construire un modèle qui nous permette de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. C'est ce qu'ils nous demandent, c'est ce que nous leur devons, mais ça, on pourra le faire que si nous travaillons ensemble, sans corporatisme. Merci à vous.